À 23h47, la veille du jour où j'étais censé épouser la femme que je croyais être mon dernier amour, j'étais assis dans mon utilitaire Renault Master devant un motel de bord de route, à la regarder embrasser l'homme avec qui elle avait juré d'en avoir fini. Les essuie-glaces raclaient le pare-brise dans un va-et-vient avec ce grincement sec que font les vieux balais quand il pleut à peine assez pour que ça vaille la peine de les allumer. Toutes les quelques secondes, l'enseigne au néon chambre libre du motel clignotait en rouge sur le capot de ma camionnette. Je me souviens des détails stupides de cette nuit-là bien mieux que des choses importantes. L'odeur du café froid dans mon thermos. La douleur dans le bas de mon dos à force d'être resté assis trop longtemps. Une chanson des Alain Bachung qui passait doucement à la radio avant que je ne l'éteigne parce que je ne supportais soudainement plus d'entendre une autre voix humaine. Cela faisait presque une heure que j'appelais Sylvie. Directement sur la messagerie à chaque fois. Au début, je pensais sincèrement qu'elle était peut-être submergée par le stress du mariage. Dieu sait que les 2 derniers mois avaient été chaotiques, sa famille qui descendait de Normandie, mes cousins qui arrivaient de Lille, le traiteur qui avait changé ses prix 3 fois de suite. Les absurdités habituelles d'un mariage. Puis, vers 22h30, ma fille Camille m'a envoyé un SMS, « Ça va ?» J'ai répondu, « Oui, pourquoi ?» 3 petits points sont apparus. Puis elle m'a dit que l'une des demoiselles d'honneur de Sylvie avait posté quelque chose de bizarre. C'est ça qui m'a mené là. Une story Instagram depuis le bar d'un motel miteux près de l'autoroute A7. 2 secondes, pour la plupart floues, mais Didier était assis au bord du cadre, tenant un verre de cognac. Didier, l'ex-mari de Sylvie, l'homme avec qui elle avait passé 2 ans à me promettre qu'elle avait définitivement coupé les ponts. Pendant le trajet, je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'un groupe de vieux amis s'était croisé par hasard. Peut-être que Didier était apparu à l'improviste. Peut-être que Sylvie ne savait même pas qu'il serait là. C'est drôle comme le cerveau marchande avec la réalité quand le cœur est impliqué. Je me suis garé de l'autre côté du parking, à côté d'une vieille fourgonnette de chantier avec des barres de toit. La pluie tapait doucement contre le toit de mon utilitaire pendant que je fixais la fenêtre du motel. Et elle était là, Sylvie, en train de rire. Didier lui a servi un autre verre pendant qu'elle lui touchait le bras, de la même manière qu'elle touchait le mien quand elle voulait m'apaiser après une longue journée de travail. Je suis resté là à les regarder pendant peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute. Juste assez longtemps pour que l'estomac comprenne quelque chose avant que l'esprit ne réalise. Puis elle l'a embrassé. Pas un accident d'ivrogne non plus. Lentement, confortablement, comme des gens qui reprennent une vieille conversation. Je me souviens d'avoir serré le volant si fort que mon alliance m'a entaillé le doigt. Cette bague m'a soudainement paru aussi lourde qu'un écrou de roue. 4 ans plus tôt, j'avais rencontré Sylvie lors d'une fête de village près d'Annecy. J'étais divorcé depuis presque 8 ans à l'époque, assez longtemps pour m'habituer aux maisons silencieuses, aux plats picards passés au micro-ondes, et pour prétendre que la solitude était synonyme de liberté. Elle avait ri à l'une de mes mauvaises blagues d'électricien. Ce rire m'a eu. Il y a quelque chose de dangereux dans la gentillesse quand on a été seul trop longtemps. Après la fin de mon premier mariage, j'avais cessé de croire qu'on pouvait tout recommencer. À un moment donné, vous arrêtez de penser que la vie a un autre chapitre qui vous attend. Vous espérez juste que l'histoire ne va pas empirer. Puis Sylvie est apparue. Les petits déjeuners du dimanche matin à la brasserie du coin. Les brocantes du samedi matin. Regarder de vieux films sur le canapé pendant qu'elle s'endormait contre mon épaule. Des petites choses. L'amour d'âge mûr est fait de petites choses. Et maintenant, j'étais assis devant un motel à regarder tout cela s'effondrer sous une enseigne au néon clignotante. J'aurais dû partir. Honnêtement, ça aurait probablement été la décision la plus intelligente. Au lieu de ça, je suis sorti du camion. La pluie froide a trempé ma veste en flanelle presque immédiatement alors que je traversais le parking. Mes genoux m'ont fait souffrir en montant l'escalier extérieur du motel. Des genoux de 58 ans vous rappellent chaque mauvaise décision que vous avez prise dans votre vie. J'ai frappé une fois. Du mouvement à l'intérieur. Puis la porte s'est ouverte. Sylvie s'est figée en me voyant planté là. Didier a eu l'air surpris pendant peut-être une demi-seconde avant que ce petit sourire suffisant de vendeur de tapis ne s'étale sur son visage. Il avait toujours cet air de penser que la pièce entière lui appartenait. Sylvie est sortie rapidement, refermant à moitié la porte du motel derrière elle. Laurent, j'ai juste continué à la regarder. Son maquillage était légèrement étalé autour de ses yeux. Elle sentait toujours le parfum à la vanille qu'elle mettait pour les grandes occasions.
Je peux t'expliquer, a-t-elle dit. Cette phrase, mon vieux. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais prononcé ces mots avant de dire quelque chose de bien. Qu'est-ce ce que tu m'expliques, exactement? Ai-je demandé calmement. Elle a baissé les yeux vers le béton mouillé. C'était une dernière soirée avant de commencer une nouvelle vie. J'ai lâché un petit rire sec quand elle a dit ça. Pas parce que c'était drôle, mais plutôt parce que mon cerveau n'arrivait pas à assimiler la stupidité d'entendre une chose aussi égoïste dite à voix haute. Derrière elle, Didier restait silencieux, attendant probablement que je lui en colle une. Espérant peut-être que je le ferais. Au lieu de ça, j'ai tendu la main. Didier a scié. Quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Merci. Aucun d'eux ne savait quoi dire. Tu viens de m'éviter un divorce. Puis je me suis retourné et j'ai marché sous la pluie. J'ai fait la moitié du chemin jusqu'à mon utilitaire avant que mon estomac ne me lâche. Je me suis penché au bord du trottoir et j'ai vomi dans le caniveau pendant que les eaux de pluie ruisselaient devant mes chaussures de sécurité. C'est la partie dont personne ne parle avec les chagrins d'amour après 50 ans. À 28 ans, la douleur vous rend en colère. À 58 ans, elle vous épuise, tout simplement. Votre corps le ressent. Votre poitrine se serre. Vos mains tremblent. C'est tout votre avenir qui semble soudain fragile. Je me suis assis au volant pendant un long moment, le moteur tournant et le chauffage soufflant un faible air tiède sur mon jean. La radio s'est rallumée automatiquement. Une vieille chanson de variété qui parlait de pardon. Je l'ai éteinte immédiatement. De l'autre côté du parking, les rideaux du motel se sont fermés. Et assis là, seul dans cette camionnette, j'ai réalisé que ce qui me faisait le plus mal n'était même pas la tromperie. C'était l'idée de devoir tout recommencer. À mon âge, on ne craint pas d'être seul pour toujours. On craint de gaspiller les années qu'il nous reste avec la mauvaise personne. Vers 2h15 du matin, j'ai finalement roulé à travers les rues vides de la banlieue lyonnaise pendant que les cloches d'une église sonnaient quelque part au loin. Toute la ville s'était endormie, sauf moi. Et au lever du soleil, le jour de mon mariage était déjà devenu le jour où ma vie s'était scindée en deux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas même 5 minutes. Je suis resté assis dans mon fauteuil relax, la lampe du salon allumée au minimum, tandis que BFM TV marmonnait doucement en fond sonore. De temps en temps, la pluie verglaçante tapait contre les gouttières à l'extérieur. Mon costume de mariée était suspendu à la porte du cellier où je l'avais laissé l'après-midi même, après l'avoir récupéré au pressing. Bleu marine, sur mesure. Plus d'argent que je n'aime dépenser habituellement pour des vêtements. Vers 3h du matin, je me suis enfin levé et j'ai fait du café, car rester assis à ne rien faire me rendait fou. La cuisine sentait le marc de café froid et la graisse de bacon du petit déjeuner de la veille. C'est là que j'ai remarqué la notification bancaire sur mon téléphone. Au début, j'ai failli l'ignorer. J'aurais aimé le faire. 2 virements, l'un depuis notre compte commun pour le mariage, l'autre depuis le compte personnel de Sylvie. Tous deux envoyés à Didier au cours du mois dernier. Pas des sommes faramineuses individuellement. 1 500 € par-ci, 2 000 par-là, mais assez pour que mon estomac se noue à nouveau. Je suis resté planté là, pieds nus dans ma cuisine, à faire défiler l'historique des transactions pendant que la machine à café sifflait derrière moi. Puis j'ai vu quelque chose de pire. Une confirmation par mail. Des semaines plus tôt, Sylvie m'avait transféré des informations concernant le refinancement du prêt de ma maison après le mariage, disant que les taux d'intérêt s'amélioraient enfin. Sur le moment, j'avais à peine jeté un œil. Je lui faisais confiance. Maintenant, je remarquais que le conseiller financier qu'elle voulait me faire rencontrer était lié à une société dont Didier avait parlé une fois lors d'un dîner. Cette sensation de nausée est revenue immédiatement. Le motel n'était pas un accident. Cette histoire avait des racines profondes. Je me suis rassis dans le fauteuil vers 4h30 et j'ai fixé la télévision sans rien voir. Des émissions de téléachat défilaient. Un type vendait des poêles en cuivre. Un autre promettait la liberté à la retraite grâce à des investissements immobiliers. J'ai presque ri. À 6h30, mon téléphone s'est mis à exploser. Sylvie qui appelait, puis envoyait des SMS, puis appelait à nouveau. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu réagis de manière disproportionnée. Ce dernier message m'a en fait calmé. C'est fou comme la colère se transforme vite en lucidité quand quelqu'un vous dit de ne pas ressentir ce que vous ressentez clairement.
Vers 7h30, on a frappé à ma porte d'entrée. Gérard, mon frère aîné. 72 ans, plombier à la retraite, un visage qui ressemblait à du vieux cuir, fumeur de gauloise depuis 40 ans et qui avait survécu à la plupart des gens en bonne santé. Il est entré en tenant un sac en papier de la boulangerie et m'a regardé. « Eh ben, a-t-il dit, tu as une vraie tête de déterré. » Très réconfortant. J'ai apporté des croissants. Il a posé le sac et a regardé le costume de mariage suspendu à côté. « Tu vas toujours faire ça ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Gérard m'a observé pendant un long moment, puis a baissé la voix. Elle l'a vraiment fait. J'ai hoché la tête une fois. Il a laissé échapper un long soupir par le nez. Nom de Dieu. Pendant un moment, nous sommes restés là à boire notre café en silence. C'est comme ça que les hommes de notre âge gèrent le chagrin parfois. Silencieusement, côte à côte. Finalement, Gérard a dit, « Tu as gagné le droit de l'humilier publiquement. » Je n'essaie d'humilier personne. Foutaise. Je me suis frotté le visage vigoureusement. Je ne sais tout simplement pas ce que je fais. C'était la vérité. Les gens imaginent que la trahison vous donne une lucidité instantanée. Ce n'est pas le cas. Le plus souvent, ça vous rend juste fatigué. Vers 9h, Sylvie a débarqué à la maison, portant toujours son manteau d'hiver sur un pantalon de jogging, les cheveux tirés en arrière, en bataille, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Gérard a ouvert la porte avant que je puisse y arriver. « Ah non, pas question », a-t-il marmonné. « Gérard, s'il te plaît. T'as un sacré culot de te pointer ici. » Elle l'a contourné quand même et m'a regardé droit dans les yeux. « Laurent, on peut parler seul ?» Gérard avait l'air prêt à la jeter lui-même dans le jardin, mais il a fini par prendre son café et sortir sur le perron. Sylvie s'est tenue au milieu du salon, triturant nerveusement ses gants. « Ça ne voulait rien dire », a-t-elle dit doucement. La revoilà, cette phrase que les gens utilisent quand quelque chose signifiait clairement assez pour détruire votre vie. Je l'ai regardé attentivement. « Tu as passé la nuit avec ton ex-mari la veille de notre mariage. » Les larmes ont coulé immédiatement. Il m'a appelé, il était bouleversé. On a parlé. On a trop bu. Tu l'as embrassé. Silence. Puis j'étais perdu. J'ai hoché la tête lentement. Et l'argent ? Son visage a changé instantanément. Un petit détail, mais important. La peur a remplacé la culpabilité. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que c'est. Elle s'est mise à parler très vite après ça. Didier avait des difficultés. Didier avait besoin d'aide. Didier avait promis des retours sur investissement après le mariage. Didier avait changé. Chaque phrase empirait les choses d'une manière ou d'une autre. Finalement, j'ai posé une question. Si je ne t'avais pas surprise hier soir, est-ce que tu te marierais quand même avec moi aujourd'hui ? Elle n'a pas répondu assez vite. C'était tout ce dont j'avais besoin. En fin de matinée, le parking de la salle paroissiale se remplissait déjà. Des SUV, des monospaces, des membres de la famille portant des plats en pyrex couverts d'aluminium vers la salle des fêtes en bas. L'endroit entier sentait le café, le parfum et le rôti. Je me tenais seul dans une petite salle de classe derrière l'église, me regardant dans le miroir en ajustant ma cravate pour un mariage qui n'allait pas avoir lieu. C'est ça la partie la plus folle. J'avais quand même mis le costume. Pas parce que je comptais l'épouser. Mais parce qu'après un certain âge, la dignité compte plus que la rage. Camille est arrivée vers midi. 32 ans, infirmière en soins intensifs. Plus forte que moi à bien des égards. Elle est entrée doucement dans la pièce et s'est arrêtée net en voyant mon visage. Oh, papa. Ça m'a presque brisé sur place. Elle m'a serré très fort dans ses bras sans rien dire. Puis elle a levé la main et a replacé mon col de travers, comme elle le faisait avant le jour de la photo de classe. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, a-t-elle chuchoté. Je sais. Ça va aller ? Non. Ça l'a fait rire doucement à travers ses larmes. Quelques minutes plus tard, la musique a commencé à l'intérieur de l'église. Les gens bougeaient sur les bancs, toussaient, faisaient bruire les livrets de messe. Je pouvais entendre Sylvie accueillir les invités à l'extérieur, avec cette petite voix enjouée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait faire croire au monde que tout allait bien. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé, plus que la tromperie elle-même, la mise en scène. Gérard est entré dans la pièce.
C'est l'heure. J'ai pris une longue inspiration et j'ai marché vers l'hôtel. Sylvie était magnifique en remontant l'allée. C'est la stricte vérité. Robe blanche, boucle d'oreilles en perles, sourire nerveux. Pendant une dangereuse seconde, j'ai presque voulu faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé. C'est le côté moche d'aimer quelqu'un. Même après qu'ils vous ont brisé le cœur, une partie de vous veut encore les protéger. Le prêtre a commencé à parler. Puis j'ai levé la main doucement. En fait, avant qu'on continue, j'ai quelque chose à dire. Le silence est tombé dans la pièce, un silence de mort. J'ai pris le micro. Ma voix m'a surpris. Calme, posé. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. On pouvait sentir la confusion se répandre physiquement dans l'assemblée. Mais le repas en bas est déjà payé, alors s'il vous plaît, profitez du buffet. Quelqu'un près du fond a chuchoté, « Qu'est ce qui se passe ?» Puis j'ai regardé vers Didier, assis à 3 rangées de la sortie arrière dans un costume gris. Je n'avais jamais vu un être humain essayer de disparaître aussi vite. Et Didier, ai-je dit doucement, « Merci, mon vieux. Tu viens de m'éviter un deuxième divorce. » Silence absolu. Sylvie a immédiatement couvert sa bouche. Sa mère s'est mise à pleurer. Didier s'est levé si vite qu'il a renversé une chaise pliante. Personne n'a bougé pour l'arrêter. Personne n'en avait besoin, parce que tout le monde avait déjà compris. J'ai rendu le micro au prêtre, je suis descendu de l'hôtel et j'ai commencé à sortir. Pas de cris, pas de scène dramatique. C'était juste fini. Camille m'a rattrapé dans le vestibule de l'église et a attrapé ma main avant que je n'atteigne le parking. Dehors, le vent froid balayait le goudron. À l'intérieur, je pouvais encore entendre des voix confuses s'élever derrière nous. Et en me tenant là, à côté de ma fille, sous ce ciel gris, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste vide. La première semaine après l'effondrement du mariage a été comme survivre à l'incendie de sa propre maison. Les gens n'arrêtaient pas d'appeler, pour prendre des nouvelles, pour avoir des détails. Mon cousin Fabrice de Lille m'a laissé un message vocal qui commençait par « Bah, au moins tu t'en sors avant de devoir payer une pension alimentaire. » C'est le genre d'humour que les hommes de plus de 50 ans utilisent quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. J'ai fini par ne plus répondre à la plupart des appels. Le silence dans ma maison est devenu une forme de pression en soi. Trop de silence, et votre cerveau commence à rejouer des conversations que vous auriez dû remarquer des mois plus tôt. Sylvie me posant des questions bizarres sur mon plan d'épargne-retraite. Didier réapparaissant soudainement dans les conversations après avoir complètement disparu de sa vie. La fois où elle m'avait demandé combien de capital j'avais remboursé sur la maison tout en prétendant qu'il s'agissait d'une simple curiosité. De petits détails, suffisamment insignifiants individuellement pour être ignorés. Mis bout à bout, il dressait un tableau assez laid pour m'empêcher de dormir la nuit. 3 jours après le désastre de l'église, j'ai pris ma voiture pour aller à mon agence du Crédit Agricole parce que quelque chose ne me semblait toujours pas normal. La matinée était glaciale. Une fine couche de glace recouvrait les bords des parkings de toute la région. Le chauffage de ma camionnette a mis un temps fou à chauffer et le volant ressemblait à du métal gelé contre mes mains. À l'intérieur de la banque, les décorations de Noël étaient déjà en train d'être installées près des guichets. Ça m'a presque agacé. Que le monde continue de tourner pendant que votre vie s'effondre est une chose qu'on prend étrangement pour une attaque personnelle. Un jeune employé nommé Thomas m'a fait asseoir dans l'un de ces minuscules box de bureau aux faux murs en bois et au néon qui donnent à tout le monde l'air épuisé. Vous avez mentionné des inquiétudes concernant l'activité de votre compte ? A-t-il demandé prudemment. J'ai hoché la tête. Montrez-moi juste tout ce qui est lié à Sylvie. Pendant près de 40 minutes, Thomas a passé en revue avec moi les virements, les documents partagés, les demandes liées et les papiers que j'avais à peine regardés avant de les signer. Et c'était là, un projet de proposition pour un compte d'investissement joint. Un autre dossier discutant du refinancement de ma maison, que j'avais fini de payer, 6 mois après le mariage. Le nom de Didier n'était officiellement sur aucun document, mais on y trouvait ses empreintes partout. Une société liée à une autre, de faux groupes de consultants, des séminaires immobiliers, de véritables écrans de fumée d'escrocs classiques. Thomas s'est finalement adossé à sa chaise et a dit doucement, « Monsieur, je vous déconseille d'aller plus loin avec quoi que ce soit de tout ceci. » J'ai lâché un petit rire étouffé. Un peu tard pour les conseils, non ? Il a immédiatement semblé mal à l'aise. Désolé, je voulais juste dire. Non, vous avez raison.
J'ai fixé les papiers étalés sur le bureau. À 58 ans, j'avais passé 3 décennies à câbler des écoles, des usines, des immeubles de bureaux. Un vrai travail, un travail honnête, des réveils à l'aube, les genoux en miettes, les heures supplémentaires, et j'avais presque tout remis à une femme désespérée de sauver le mauvais homme. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à une seule question. À quel point étais-je seul, exactement? À quel point voulais-je de la compagnie pour en venir à ignorer tous les signaux d'alarme qui se trouvaient juste devant moi? Cette pensée faisait plus mal que la tromperie, car la trahison de la part de quelqu'un d'autre est douloureuse. Mais la trahison de votre propre jugement, celle-là, elle reste collée à vous. Les jours suivants se sont brouillés. J'ai arrêté de me raser, arrêté de cuisiner de vrais repas. Une bouteille de Calvados entamée a élu domicile permanent à côté de mon fauteuil relax. Chaque soir, je me disais, un seul verre. Chaque soir se transformait en 3. Puis en 4. La maison avait changé quand Sylvie était partie, elle aussi. Les gens ne s'en rendent pas compte. On s'habitue au bruit d'une autre personne. Les portes des placards qui s'ouvrent. Les pas à l'étage. Une voix prononçant votre prénom depuis une autre pièce. Sans ces choses, une maison ressemble moins à un foyer et plus à un entrepôt pour vos regrets. Un jeudi soir, un vent glacial a fait claquer la gouttière desserrée devant ma chambre, assez fort pour me réveiller vers minuit. Je me suis assis dans le noir, buvant le Calvados directement au verre pendant que de vieux souvenirs flottaient dans la pièce comme de la fumée de cigarette. Mon premier divorce. Camille partant faire ses études. Les années à dîner seul en regardant les chaînes d'infos en continu. Puis Sylvie qui débarque et fait revivre l'endroit. Je la détestais, et pourtant, d'une certaine manière, elle me manquait encore. C'est la partie humiliante que personne n'admet à voix haute. Vers 1h du matin, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Au début, j'ai ignoré. Puis il y a eu un autre coup. Plus fort. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Camille plantée là, portant sa blouse d'infirmière sous un manteau d'hiver, un sac de course à la main. Elle avait l'air épuisée. « Papa, je vais bien. » Bien sûr que oui. Elle m'a dépassé en coup de vent pour entrer dans la maison et s'est arrêtée net quand elle a vu la bouteille d'alcool à côté du fauteuil. Son visage s'est décomposé. « Tu en as bu combien ce soir ? » Assez. Ce n'est pas une réponse. Je me suis rassis lourdement. Camille, je suis fatigué. Je sais. Elle a commencé à nettoyer la cuisine en silence pendant que je fixais la télé. Pas de son, juste des images qui vacillaient sur l'écran. Après 1 minute, elle a ramassé 2 bouteilles vides à côté de la poubelle. Puis une autre dans l'évier. Finalement, elle s'est retournée brusquement. Non. J'ai levé les yeux. Non quoi? Non, papa. On ne va pas recommencer ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ça a attiré mon attention. Elle se tenait là, serrant la bouteille vide si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. J'ai déjà vu maman te détruire une fois. Je ne regarderai pas une autre femme le faire à nouveau. J'ai détourné le regard. Elle ne m'a pas détruit. Camille a eu un rire amer. Un rire fatigué et en colère. Tu sais ce dont je me souviens le plus après le divorce? A-t-elle demandé. Pas des disputes. Pas des avocats. Je me souviens de descendre la nuit et de t'entendre assis seul dans le noir parce que tu pensais que je dormais. Celle-là a frappé fort. Elle a posé les bouteilles bruyamment sur le comptoir. Tu as passé ta vie entière à réparer des choses, papa. Le câblage, la plomberie, les fuites de toit, les broyeurs d'évier cassés. Tous les problèmes de tout le monde. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais tu ne peux pas réparer quelqu'un qui aime être brisé. Silence. Le frigo bourdonnait doucement derrière nous. La corne d'un train de marchandises a résonné quelque part loin à travers la ville. Puis Camille a dit la chose qui a fini par briser le dernier morceau de fierté obstinée qu'il me restait. Ne laisse pas ces gens te voler les années paisibles qu'il te reste. Je me suis couvert le visage des 2 mains. Et pour la première fois depuis le motel, j'ai pleuré devant quelqu'un d'autre. Pas de grands cris, pas de drame, juste de l'épuisement. Camille s'est assise à côté de moi ensuite, pendant que je me calmais, comme je le faisais pour elle après ses cauchemars quand elle était petite. C'est drôle comme la vie fait parfois une boucle complète. Avant de partir, elle a pris la bouteille de Calvados et a vidé le reste dans l'évier sans demander la permission.
Honnêtement, j'étais soulagé. Le lendemain matin, je me suis rasé pour la première fois depuis plus d'une semaine. Puis j'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai commencé à creuser dans la vie de Didier. Si ce type voulait escroquer les gens pour gagner sa vie, très bien. Mais j'avais fini de le laisser se cacher derrière son charme et ses promesses à 2 balles. Et quelque part sur la côte des Azurs, pendant que j'étais là à rassembler des documents près d'une fenêtre glaciale, Didier n'avait aucune idée que la pire période de sa vie se dirigeait discrètement vers lui. En février, enquêter sur Didier était devenu un mélange entre un passe-temps et une obsession. Chaque matin avant le lever du soleil, je m'asseyais à la table de ma cuisine avec mon café et un bloc-notes jaune, tandis que la neige s'accumulait contre la clôture du jardin. Mes lunettes de lecture glissaient à moitié sur mon nez pendant que je fouillais les registres du tribunal, les dossiers d'entreprise sur société.com, les vieilles plaintes et les groupes Facebook remplis de retraités en colère mettant en garde contre des escroqueries à l'investissement. Plus je creusais, plus c'était laid. Didier avait rebondi entre la côte des Azurs, l'Espagne et la région Rhône-Alpes pendant des années, tirant les ficelles de diverses variantes de la même arnaque, de faux séminaires d'investissement, des conférences de motivation, des opportunités immobilières qui s'effondraient miraculeusement toujours après que les gens aient remis leur argent. Des noms d'entreprises différents, le même sourire de vendeur. Une veuve à Cannes avait perdu près de 80 000 euros. Un chauffeur routier à la retraite près de Grenoble s'était fait vider ses économies après que Didier lui eût promis des rendements énormes en retapant des propriétés de vacances. Il y avait des dizaines d'histoires, peut-être plus. Et ce qui me dérangeait le plus, c'est que Didier ne semblait même pas particulièrement intelligent, juste confiant. Assez confiant pour repérer les personnes seules et leur dire exactement ce qu'elles voulaient entendre. Cette prise de conscience m'a habité pendant des jours, parce que, d'une manière différente, c'est exactement ce qu'il avait fait à Sylvie, elle aussi. Un mardi matin neigeux, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Sophie Blanc, journaliste à France 3 Régions. Je lui avais envoyé un email 2 semaines plus tôt avec des copies des dossiers et des plaintes concernant Didier. Honnêtement, je ne m'attendais à rien. Au lieu de cela, elle m'a dit, « Monsieur, je pense que vous avez trouvé quelque chose de plus gros que vous ne l'imaginez. » Sa voix avait ce ton calme et professionnel de journaliste que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas avoir l'air excité. Apparemment, Didier retournait dans la région pour un séminaire intitulé La liberté financière après 50 ans à l'hôtel Campanile près de l'autoroute. Ce titre à lui seul sonnait comme une arnaque. Sophie m'a demandé si je serais prêt à y assister. Au début, j'ai failli dire non. J'étais fatigué. Fatigué de Sylvie. Fatigué de Didier. Fatigué de rejouer le pire mois de ma vie encore et encore. Mais Sophie a mentionné une chose qui m'a fait changer d'avis. La plupart des participants semblaient être des retraités. Ça m'est mal passé immédiatement. Les gens de notre âge ont grandi en faisant confiance à une poignée de main, en faisant confiance aux gens de leur communauté, en faisant confiance à l'assurance des autres. Et des types comme Didier ont bâti des carrières entières sur l'exploitation de cela. Alors, le samedi matin, j'y suis allé. Le parking du Campanile était à moitié recouvert d'une bouillie de neige fondue et sale de février. Des camionnettes et de vieilles berlines occupaient la plupart des places. Un vent froid poussait des emballages sur le bitume pendant que les gens se dépêchaient d'entrer en portant des cahiers et des gobelets de café. Je suis resté dans mon utilitaire 1 minute avant de rentrer. Une partie de moi ne voulait toujours pas de vengeance. C'est l'étrange vérité. Je n'étais pas un héros de film d'action en quête de justice. Je voulais surtout retrouver la paix. Mais chaque fois que je pensais à laisser tomber, j'imaginais un autre couple de retraités perdant les économies qu'il avait passé 40 ans à bâtir. C'est ça qui m'a finalement poussé à bouger. L'intérieur de la salle de conférence sentait le café brûlé, les hauts de colonnes bon marché et le nettoyant pour moquette d'hôtel. Environ 40 personnes étaient assises à des tables pliantes face à un écran de projection avec de lettres dorées géantes qui disaient « Rebâtissez votre avenir aujourd'hui ». Mon Dieu! Didier se tenait près de l'estrade, portant un costume bleu marine et une de ces fausses montres de luxe que les hommes tapent à accent grave l'œil achètent quand ils veulent faire croire aux inconnus qu'ils ont réussi. Et il était là. Le même sourire, la même voix, comme si de rien n'était. Il faisait les 100 pas lentement à travers la pièce, parlant de mentalité de richesse et de prendre le contrôle de son deuxième acte. Je suis resté assis près du fond, portant ma vieille veste de travail et une casquette vissée sur la tête. Didier ne m'a pas reconnu tout de suite. Honnêtement, ça m'a agacé plus que ça n'aurait dû. Un homme peut presque détruire votre vie et quand même oublier votre visage. 20 minutes environ après le début du séminaire,
Sophie Blanc est entrée avec un caméraman. Tout a changé instantanément. Didier s'est figé pendant une demi-seconde au milieu d'une phrase. Juste assez pour que le masque glisse. Puis ses instincts de vendeur ont pris le dessus. On dirait que les médias se joignent à nous aujourd'hui, a-t-il dit avec un rire nerveux. Personne d'autre n'a ri. Sophie s'est présentée calmement et a posé quelques questions sur les précédentes entreprises commerciales de Didier. Didier s'est mis à parler plus vite après ça. Trop vite. Blâmant les mauvaises conditions du marché pour les investissements ratés, prétendant que les clients en colère avaient mal compris les contrats, jetant ses anciens partenaires commerciaux sous le bus. On pouvait littéralement entendre la panique s'insinuer dans sa voix. Puis je me suis levé. Pas de façon dramatique, juste calmement. Didier m'a vu pleinement pour la première fois et a pâli instantanément. Pendant une seconde, personne n'a parlé. J'ai marché vers l'avant, tenant un dossier épais rempli de relevés bancaires, de plaintes, d'actions en justice et de relevés de casino liés au compte de Didier. Tu te souviens de moi maintenant ? Ai-je demandé. Didier a dégluti difficilement. Laurent, ce n'est vraiment pas le lieu. Oh que si, c'est le lieu. Toujours calme, toujours posé. C'est ce qui a fait que toute la salle s'est penchée pour mieux écouter. J'ai posé les papiers sur la table du premier rang. Tu as dit à des retraités de te faire confiance pendant que tu jouais leur argent dans les casinos de la côte. Didier a regardé Sophie avec désespoir. Cet homme est contrarié à cause d'une affaire personnelle. Non, a interrompu sèchement une femme assise à l'avant. J'aimerais entendre ça. Elle avait probablement la fin de la soixantaine. Un manteau gris, des lunettes de lecture pendues à une chaîne autour de son cou. Un autre homme plus âgé s'est levé lentement de sa chaise. Vous avez pris 20 000 € à ma femme, a-t-il dit. Didier a immédiatement pointé du doigt. Cet investissement a échoué à cause de. Ma femme est morte avant d'avoir revu le moindre centime. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce après ça. Puis d'autres voix ont commencé. Un couple de personnes âgées près du mur, un professeur d'école à la retraite, un homme avec une canne. Les unes après les autres, des questions, des accusations, des histoires. On pouvait physiquement voir Didier se recroqueviller sous le poids de tout ça. La voix pleine d'assurance du séminaire avait complètement disparu. De la sueur perlait autour de son col malgré le froid dans la pièce. Et soudain, la vérité est devenue évidente pour tout le monde. Didier n'avait pas réussi. Il faisait juste du bruit. Sylvie est apparue près de l'entrée à un moment donné pendant le chaos. Je ne savais même pas qu'elle était là jusqu'à ce que je lève les yeux et que je la voie figée près du stand à café. Son visage semblait creusé. Pas en colère, pas dramatique, juste dévasté. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle voyait Didier exactement tel qu'il était vraiment. Didier a fini par craquer. C'est que des conneries, tout ça. A-t-il crié. La salle a reculé instantanément. Ce personnage d'homme d'affaires affable s'était volatilisé. Maintenant, il avait juste l'air désespéré, petit, coincé. Sophie continuait de filmer pendant que les participants exigeaient des remboursements et des explications. Didier a essayé de se frayer un chemin vers la sortie, mais plus personne ne s'est écarté pour lui. C'était ça, la véritable punition. Pas l'humiliation, pas l'exposition, mais la perte d'influence. Plus personne ne le croyait. Et un homme comme Didier sans son charme, c'est juste un vieil arnaqueur dans un costume bon marché. J'ai regardé Sylvie une dernière fois. Elle m'a fixé avec des larmes dans les yeux. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé, je n'ai pas dit un mot. Parce qu'en me tenant là, dans cette salle de conférence bruyante, à écouter des retraités en colère exiger des réponses de l'homme qui avait failli détruire mon avenir, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance semble excitante dans votre imagination. Mais dans la vraie vie, elle est surtout silencieuse. Comme le fait de poser enfin un fardeau qu'on a porté trop longtemps. Je suis sorti avant l'arrivée de la police. Des flocons de neige voltigeaient doucement sur le parking pendant que je me tenais à côté de mon camion, respirant l'air froid dans mes poumons. Et pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne me serrait plus. Quand le printemps a finalement pointé le bout de son nez, j'avais recommencé à faire des nuits complètes. Pas toutes les nuits, mais assez. Ce qui est étrange quand on survit à un chagrin d'amour à mon âge, c'est à quel point la guérison semble banale de l'extérieur. Personne ne voit les petites victoires. Rester debout dans un supermarché sans se rappeler soudainement quelle marque de sauce tomate vous aviez l'habitude d'acheter.
Passer devant un restaurant sans sentir son estomac se nouer. De minuscules détails. C'est comme ça que les gens se reconstruisent. Un samedi matin de mars, mon ami Bernard m'a invité chez lui pour l'aider à restaurer son vieux pick-up Peugeot 504 de 1972. Le véhicule croupissait dans son garage près de Vienne depuis près de 15 ans sous des couches de poussière, de rouille et de bonnes intentions oubliées. Bernard appelait ça la crise de la cinquantaine la plus lente du monde. À vrai dire, travailler sur cette camionnette m'a probablement sauvé plus que n'importe quelle thérapie ne l'aurait fait. Il y a quelque chose d'apaisant dans les vieilles machines. Elles ne vous mentent pas. Si quelque chose est cassé, vous trouvez le problème et vous le réparez. Pas de manipulation, pas de motifs cachés, juste des écrous, des boulons, de la patience contre la rouille, et du temps. La plupart des samedis après ça, je conduisais jusque chez lui vers 8 heures du matin, en apportant du café et des sandwichs de la boulangerie. De la vieille variété française jouait doucement sur une radio suspendue près de l'établi pendant que nous travaillions sous les néons du garage. Certains jours, on se parlait à peine. D'autres jours, on parlait de tout. Des divorces, du fait de vieillir, de la sensation bizarre de voir son corps négocier lentement avec la gravité. Un après-midi, Bernard m'a regardé pendant qu'il ponçait la rouille de la portière côté conducteur. « Tu sais quel a été ton problème » m'a-t-il demandé. « Oh, super. Voici la minute sagesse. Tu voulais tellement la paix que tu as ignoré le bon sens. » J'ai ri doucement. C'est de bonne guerre. Il m'a pointé du doigt avec son papier de verre. Ce n'est pas une faiblesse, au fait. Ça veut juste dire que tu te sentais seul. Ce mot est resté suspendu dans le garage un moment. Seul. Les hommes de mon âge ne le disent pas souvent. On admettra l'épuisement avant la solitude. C'est plus facile pour l'ego. Mais il avait raison. Après mon premier divorce, j'avais passé des années à me convaincre que je préférais l'isolement. Puis Sylvie est arrivée et a rendu la vie chaleureuse à nouveau. Familière, partagée. Et quelque part en chemin, j'ai cessé de me demander si elle m'aimait vraiment ou si elle avait simplement besoin de quelqu'un d'assez stable pour nettoyer les dégâts qu'elle n'arrêtait pas de causer. Vers la mi-avril, Sylvie est apparue chez moi à l'improviste. J'ai vu sa voiture par la fenêtre du salon pendant que je rinçais des tasses à café dans la cuisine. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là. Au lieu de cela, je me suis séché les mains et j'ai ouvert la porte. Elle avait l'air différente. Plus vieille, en quelque sorte. Pas physiquement, exactement, mais plutôt comme si la vie avait fini par marquer son visage. Pas de maquillage, un large gilet de laine grise, un regard nerveux. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Salut. » Aucun de nous n'a bougé pendant un instant. Finalement, je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. La maison sentait légèrement la sciure de bois à cause des pièces de carrosserie empilées près de la buanderie. Sylvie l'a remarqué immédiatement. « Tu travailles sur quelque chose ?» J'essaie, oui. Elle a hoché la tête lentement. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, là où nous avions l'habitude de prendre notre petit déjeuner le dimanche. C'est drôle comme les meubles se souviennent des choses. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis finalement, elle a dit, « J'ai entendu parler de Didier. » La plupart des gens sont probablement au courant maintenant. Elle a baissé les yeux vers ses mains. J'ai été stupide. Je n'ai pas répondu. Non, s'est-elle corrigée doucement. Ce n'est pas vrai. J'ai été égoïste. Ce mot semblait plus honnête. Elle m'a raconté que Didier avait de nouveau disparu après le désastre du séminaire. Apparemment, des procès étaient en cours désormais. Des enquêtes judiciaires, aussi. Je pensais vraiment que je pouvais l'aider, a-t-elle avoué. Je me suis calé au fond de ma chaise lentement. Sylvie, il n'était pas en train de se noyer. Il entraînait les autres sous les hauts avec lui. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Je le sais maintenant. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres le long de la clôture du jardin. Une tondeuse à gazon bourdonnait quelque part au bout de la rue. La vie normale qui continuait pendant que deux personnes étaient assises dans une cuisine silencieuse, entourées des décombres de leur mariage avorté. Puis elle a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Tu étais censé être mon refuge. Mon Dieu, cette phrase aurait pu me détruire 3 mois plus tôt, mais en l'entendant cet après-midi-là, elle m'a surtout rendu triste pour nous deux. Et tu étais censé être mon dernier amour, ai-je répondu calmement. Il s'avère qu'un refuge,
ça ne te suffisait pas. Elle a pleuré silencieusement après ça. Pas un drame, juste de la fatigue. Finalement, elle a levé les yeux et a posé la question dont je pense qu'elle connaissait déjà la réponse. Est-ce que tu me pardonneras un jour? J'y ai réfléchi honnêtement. Le motel, l'église, les mensonges, l'humiliation. Puis j'ai pensé à toutes les nuits qui ont suivi, où l'amertume pesait sur ma poitrine comme du ciment humide. Et j'ai réalisé quelque chose. M'accrocher à la colère m'épuisait plus que ce qu'elle m'avait réellement fait. Je t'ai déjà pardonné, ai-je fini par dire. L'espoir a illuminé son visage pendant une demi-seconde avant que je ne poursuive. Mais le pardon et la confiance, ce n'est pas la même chose. Cet espoir cesse de nouveau envolé. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à me demander si quelqu'un me dit la vérité. Sylvie a hoché la tête lentement, parce qu'au fond d'elle-même, elle comprenait. Quelques minutes plus tard, elle se tenait près de la porte d'entrée, resserrant son gilet autour d'elle. Je t'aimais vraiment, a-t-elle chuchoté. Je sais. Et curieusement, je l'ai cru. C'est ce qui rend la vie compliquée après 50 ans. Les gens peuvent vous aimer et quand même vous endommager au-delà de toute réparation. Elle est partie silencieusement après ça. Pas de cris, pas d'adieu larmoyant, juste deux adultes vieillissant debout dans les ruines de quelque chose qui aurait pu être beau si des choix différents avaient été faits. Un mois plus tard, Bernard et moi avons enfin fait redémarrer le pick-up Peugeot. La première fois que le moteur a tourné, tout le garage a tremblé avec ce profond grondement typique de la vieille mécanique. Bernard souriait comme un gosse. Je suis juste resté là à écouter. Il y a un son magnifique que font les vieux moteurs quand ils reviennent à la vie. Rugueux au début, imparfait, mais solide en profondeur. Plus tard dans la matinée, j'ai ramené le pick-up lentement jusqu'à chez moi, à travers les rues de la ville, avec les fenêtres à moitié baissées. L'air froid du printemps s'engouffrait dans l'habitacle pendant que la lumière du soleil se reflétait sur les vitrines du centre-ville. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir ne me faisait plus peur. Ce soir-là, je me suis assis sur mon perron avec une tasse de café, regardant le soleil se coucher sur le quartier. J'ai commencé à penser à toutes ces années que j'avais gâchées à croire que la vie ne vous donnait qu'une seule chance d'être heureux. La vérité, c'est que la vie continue d'avancer, que vous soyez prêt ou non. Parfois, la pire nuit de votre vie s'avère être la chose qui vous sauve d'un avenir encore pire. Et peut-être que vieillir ne consiste pas vraiment à éviter les cicatrices. Peut-être qu'il s'agit d'apprendre quelles cicatrices ne méritent plus votre honte. Si vous avez déjà ignoré des signaux d'alarme parce que vous aviez peur de recommencer votre vie tout seul, croyez-moi, vous n'êtes pas le seul. Parfois, la paix a plus de valeur que l'amour. Et parfois, survivre à une trahison vous apprend exactement qui vous êtes.